Franck Tillier, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, plusieurs thrillers. Vous avez plusieurs fois été élu et vous avez gagné des prix autour de vos livres. Il y a aussi pas mal de livres qui sont aujourd'hui en bande dessinée. Oui, Il y a aussi certains livres qui sont aujourd'hui soit des films, enfin, qui sont devenus des films. Il y a aussi une série, il me semble, qui est en cours de production. tout à fait. Ouais. C'est bien ça, Le hein? syndrome E, le roman Le syndrome E, oui, pour TF1. Ouais. Euh, alors moi, je voulais vous voir et je voulais parler avec vous pour vous questionner autour de la peur. Vaste sujet que je connais un petit peu. Vaste sujet, la peur. Je voulais parler de la peur, je voulais parler de la psychologie et je voulais parler du cerveau. Parce que lorsque on lit vos livres, en tout cas lorsque moi, avec mon regard, j'ai lu votre livre, vos livres, je vois très clairement que vous jouez avec le cerveau. On passe du passé au futur, on revient dans le présent, on va dans l'oubli, dans la peur de l'oubli, et ça vient questionner presque sur la réalité, sur le fantasme, sur nos interprétations, c'est vraiment ce sont des livres où quand on rentre dedans, on est comme sous hypnose. On est parti. Ça nous Oui, déconnecte totalement de ce qu'on vit dans le moment présent et on vit autre chose. Et il y a tout un tas d'émotions qu'on ne ressent pas forcément dans la vie de tous les jours, qui tout d'un coup naissent et qui tout d'un coup, au fur et à mesure qu'on déplote le truc, vivent et peuvent quelque part s'exprimer à l'intérieur de nous. Déjà, premièrement, quelle est la recette pour ressentir ça? Parce que je pense que quelque part, les gens qui lisent vos livres et les gens qui vont vers des films de thriller ou qui font peur, il y a une recherche de ces émotions qui nous permettent de nous sentir vivre. Quelle est la recette de ça? Alors la recette, je ne sais pas si vraiment il y a une recette. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans mon écriture, puisque j'écris dans un domaine qui est celui du roman policier et du thriller, c'est surtout l'émotion en fait de la peur. Voilà, c'est celle qui me fascine, qui me fascinait moi-même quand j'étais plus jeune et que je regardais des films, que je lisais des livres, de ressentir cette émotion qui était un peu ambiguë, c'est-à-dire que la peur, c'est quelque chose, a priori, qui n'est pas agréable, sauf quand c'est dans un cadre, on va dire, qui est celui qu'on a l'impression de maîtriser. C'est le cas pour une lecture, c'est-à-dire que je me souviens que quand j'étais ado, j'avais mon livre dont je savais qu'il allait me faire peur, mais en même temps, j'étais chez moi, enfermé, et donc il n'y avait pas vraiment de danger, mais il y avait cette peur, je savais qu'elle allait naître et qu'elle allait vraiment me procurer des émotions très fortes. Et donc, je commençais à lire ces livres et j'avais vraiment très peur, mais en même temps, il y a une espèce de plaisir incroyable qui se dégageait, hein, ce qu'on appelle un peu, enfin, on dit souvent, c'est la fameuse montée d'adrénaline, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire dans les émotions de peur, il y a le corps qui travaille et qui va sécréter en fait tout un tas d'hormones, dont l'adrénaline, qui est une espèce d'afflux d'énergie incroyable, euh, et qui quelque part est quelque chose d'agréable. Et donc il y avait vraiment cette ambiguïté d'avoir peur et de ressentir quelque chose d'agréable. Et moi, ça m'a tellement fasciné que j'ai eu envie d'écrire pour cette raison-là. C'est-à-dire que quand je me suis mis à écrire, moi, je n'ai pas du tout une formation littéraire, mais j'avais envie déjà de raconter des histoires, parce que ça, j'ai toujours trouvé ça formidable et merveilleux de pouvoir emmener des gens sur des territoires incroyables, alors qu'ils sont chez eux, de les faire voyager. Mais avec cette émotion particulière-là, parce qu'en fait, c'est celle-là qui me plaisait, que je connaissais le mieux en fait en tant que lecteur, en tant que spectateur de films. Donc naturellement, en fait, mon écriture s'est orientée vers le thriller, le roman à suspense, pour justement tenter de procurer au lecteur cette émotion incroyable qui est celle de la peur. Alors avec tous les on va dire les sous-embranchements de la peur. Alors je sais pas, enfin, ce ne sont pas vraiment des embranchements, mais
par exemple, la frustration dans une lecture, hein, je veux dire, vous parliez un petit peu de recette, ça peut faire partie de la recette, c'est-à-dire la frustration, c'est quelque chose qui va... Vous ne donnez pas les réponses tout de suite, donc vous mettez le lecteur dans une situation d'attente un peu angoissante, hein, puisque c'est toujours autour de l'angoisse. Il a envie de savoir et hop, à un moment donné, vous changez de personnage, vous changez de chapitre. Et donc, en fait, cette frustration positive, moi je dirais que c'est une frustration positive parce qu'on ressent des frustrations dans sa vie, mais qui ne sont pas forcément agréables, alors que là, on sait qu'on va avoir les réponses, mais il va falloir attendre un petit peu. Donc voilà, il y a tout un tas d'éléments liés à la peur aussi. Il y a le suspense, l'angoisse, la surprise aussi. Voilà, donc il y a tout un ensemble comme ça qu'il faut ordonner, mettre en place pour au mieux essayer de retransmettre justement toutes ces émotions au lecteur. Lorsque moi j'ai lu vos livres, alors moi cette frustration je l'ai ressentie clairement parce que je suis pas forcément quelqu'un de très patiente, donc j'étais un peu dans le bon il va nous le dire c'est pas possible, donc, j'étais vraiment dans ce truc là et c'est intéressant parce que moi je l'ai lu sur e-book et du coup j'ai vu les autres lecteurs surligner certains jeux de pistes. Ah, Alors je sais que vous lorsque vous écrivez un livre il y a beaucoup de recherches. Vous allez chercher les informations, vous allez à la rencontre de personnes, d'experts en lien avec différents domaines d'activité. Est-ce que pour vous, écrire un livre, c'est un jeu de pistes? Ce qui fait que nous, en tant que lecteurs, on le ressent et on le vit comme tel. ah oui, oui, alors pas pour tous les romanciers, hein, c'est-à-dire que chacun a ses motivations, mais moi j'écris vraiment mes romans avec cette volonté de créer ce jeu de piste parce que j'ai toujours estimé que, alors encore une fois dans ce genre-là, hein, qui est le genre du roman policier, du roman d'enquête, qu'il y avait toujours un jeu entre le lecteur et l'auteur. Et ça fait partie, on va dire, des codes ou du contrat lié autour de ce genre littéraire, où d'un côté, vous avez les lecteurs qui vont essayer de comprendre où l'auteur veut les emmener, et voire même de le devancer, c'est-à-dire d'essayer de rentrer dans les pensées de l'auteur pour essayer de comprendre où il veut en venir. Et puis de l'autre côté, vous avez l'auteur qui, lui, c'est un peu le chat et la souris, qui connaît ses lecteurs, qui connaît qui sait que ce sont des gens qui aiment enquêter, qui aiment essayer de comprendre, qui sont très perspicaces parce que c'est un genre qui lisent beaucoup, donc ils connaissent tous les types d'histoires, tous les types d'intrigues avec toutes les astuces. Et donc, vous allez essayer de les orienter vers des fausses pistes, de les tromper. Et eux, justement, ils savent que vous allez essayer de faire ça. Donc, ils sont très prudents. Donc, il y a en plus ce jeu-là qui se greffe dans la lecture, qui est quelque chose d'agréable. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire, évidemment, qu'on raconte et qui est le but de tous les romans, c'est de lire une histoire. Mais en plus, moi, vraiment, j'ai cette notion de créer ce jeu de pistes qui est une couche, on va dire, supplémentaire de lecture et qui va encore plus, je pense, donner envie au lecteur de lire. C'est pour ça qu'en général, mes romans se lisent très vite, parce qu'une fois qu'on a commencé, on rentre dans une espèce de mécanique où on a envie de savoir ce qui va se passer et voilà, on va au bout et puis à un moment donné, on se dit je m'arrête de lire et puis encore un petit chapitre et encore un petit chapitre. Et c'est comme ça que les gens, finalement, passent leur nuit à lire les livres en une fois quasiment. Exactement, parce que vos chapitres sont courts et quand on s'arrête toujours à un moment où on est non, 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 et on passe à autre chose. Oui. Et pour être très honnête, moi j'en ai rêvé de vos livres à la nuit. C'est-à-dire que quand j'ai coupé pour dormir, ça continuait à gamberger. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau du cerveau où vous arrivez à créer comme une espèce d'addiction en fait. On a besoin de savoir, on devient un petit peu les enfants. Alors justement, j'aimerais voir avec vous. On sait que l'écriture permet d'exorciser ou en tout cas de ressortir certaines choses à l'intérieur de nous. On a tous des zones d'ombre. On a tous des zones d'ombre et on a tous à l'intérieur de nous un enfant qui a envie de s'exprimer, qui a envie de jouer et qui souvent est un peu mis sous cloche. Est-ce que justement vos livres vous permettent déjà à vous
de pouvoir ressortir certaines choses, certaines zones d'ombre. Et en faisant cela, est-ce que ça permet aussi à vos auteurs de le faire et de retrouver cette part d'enfant qui aime jouer et qui veut jouer? Oui, 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 il y a vraiment de tout ça. Alors, je pense que déjà, c'est ce qui m'a mené à l'écriture, de ressortir un trop-plein d'émotions. Parce que moi, alors, en définitive, je n'avais aucune raison d'écrire. Hein. Enfin, j'ai une formation scientifique, je suis ingénieur à la base, et vous m'auriez dit 1 an avant, je vais écrire des livres. Avant de commencer à écrire, j'aurais dit, mais c'est impossible. Donc, je n'avais pas ça dans le sang. Mais à un moment donné, c'est ressorti comme un besoin vraiment. C'est-à-dire que je me suis dit, mais j'ai commencé à, voilà, ayant absorbé beaucoup de lectures sombres et d'histoires sombres, il y a un moment donné où ça s'accumule, tout ça dans l'esprit, dans le cerveau, on gamberge, comme vous dites, quand on se couche, on pense à des images plutôt négatives, parce que moi, j'étais vraiment dans ce domaine des tueurs en série, du mal, voilà, les esprits, tout ça, ça me perturbait beaucoup. Et j'ai commencé à inventer des histoires, et je me suis dit à un moment donné, mais il faut que tout cela ressorte, sinon si ça reste en moi, ce n'est pas bon. Et je crois que l'écriture, c'était vraiment le moyen de faire que ce trop-plein, peut-être de zones d'ombre, de négatifs, ressorte par l'intermédiaire de l'écriture, mais comme ça peut ressortir par le sport, par la peinture, par l'art, enfin, tout un tas de moyens qui permettent justement d'exorciser un peu tout ce qu'on a en soi. Donc ça a vraiment été bénéfique. Vous parliez de rêves, de cauchemars, et moi j'en faisais énormément avant de commencer à écrire. C'était incroyable d'ailleurs, parce que j'ai vraiment le souvenir de ça. Il y a plein de choses que j'ai oubliées, mais je me souviens que je faisais des cauchemars terribles, dont des récurrents, c'est-à-dire toujours les mêmes cauchemars. En me couchant, je savais qu'après m'être endormi, il y allait avoir un monstre qui allait arriver. Enfin, c'était quand même quelque chose de très fort. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire, ça a vraiment quasiment disparu. Alors, on en fait toujours des cauchemars, mais en fait, je m'en souvenais plus. Donc, il y a vraiment eu cet aspect un peu cathartique, enfin, de ressortir, d'exorciser un peu tout ce que j'avais en moi. Donc ça a vraiment été très, très positif. Alors après, quand on est lecteur, il y a le phénomène d'absorption inverse, c'est-à-dire que finalement, ce que moi, je remets dans ce que j'exorcise dans mes livres, le lecteur l'absorbe quelque part, entre guillemets, puisque c'est pour ça que vous disiez, en lisant, ça vous travaillait encore un petit peu, même en dehors de la lecture, c'est parce que justement, il y a une accumulation, une absorption de ce que moi, je ressors. Donc après, à vous, de votre côté, de réussir à le ressortir par un autre biais. Et puis, évidemment, oui, on ressort toute cette partie de peur, de nos propres peurs et angoisses, une fois qu'on se met à écrire. Des peurs d'enfants, tout ça, évidemment, je les mets dans mes livres, parce que ça me fascine. En même temps, si moi, en tant qu'auteur, je suis attirée par le livre, c'est parce que ça vient toucher aussi certaines zones chez moi que j'ai peut-être pas regardées. On n'est pas fasciné et attiré par ce type de lecture pour rien non plus. Oui, bah, il y a alors, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent expliquer qu'on lit ce genre de livre, liés justement à la peur, c'est-à-dire l'un des premiers, ça peut être pour la montée d'adrénaline pure, hein, c'est-à-dire voilà, de ressentir ces émotions de la peur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un effet un peu, peut-être, de légère transgressif, c'est-à-dire au sens où on peut aller sur des territoires vers lesquels on n'irait pas dans la vraie vie, parce qu'ils sont un peu en dehors des rails, c'est-à-dire qu'on a des vies réglementées, qui suivent des lois. On a toujours peur de sortir de ça. Alors que, en fait, le roman policier, le thriller, permet justement d'aller mettre son œil dans le trou de la serrure et de regarder ce qu'il y a derrière. Finalement, avec un petit effet de déculpabilisation, parce qu'en fait, on s'autorise ça, alors qu'on se dit, finalement, oui, mais c'est pas moi, c'est l'auteur en fait qui m'emmène là, donc moi j'y vais, mais voilà, parce que je n'ai pas le choix. Sauf qu'en fait, quand on achète ce genre de livre, on sait un peu à l'avance qu'on va aller sur ce genre de territoire, donc ça
c'est vraiment intéressant. Il y a aussi un effet un peu cathartique, c'est-à-dire, et justement, de se dire, quand on lit ce genre de livre-là, et quand on voit ce que traversent les personnages, de se dire, finalement, ma vie à moi n'est pas si moche, et moi j'ai des petits problèmes et je m'en plains. Alors qu'en fait, on relativise quand on voit ce que traversent les personnages des romans. Donc ça nous fait aussi du bien, parce qu'on se dit, ça nous fait réfléchir sur nos propres problèmes, et on se dit finalement, ce qui m'arrive, voilà, ce n'est pas si grave et je pourrais le surmonter, puisque les personnages de romans, eux, réussissent à surmonter bien plus grave. Ça, c'est propre à toutes les littératures générales, romanesques, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un livre, de vivre la vie d'autres personnages, de voir comment ils surmontent eux-mêmes leurs problèmes et de se dire, par comparaison, de se dire, eux ont réussi à surmonter tel problème, donc moi, de mon côté, je pourrais aussi y arriver. Donc ça, c'est la magie de la littérature en général, de nous faire vivre des vies, de nous faire explorer des territoires qu'on n'a peut-être jamais explorés soi-même, mais qui nous permettent, le jour où on est confronté à cette situation-là, par comparaison avec des lectures ou des situations qu'on a pu voir par l'art, ou peu importe, de comparer, de se dire, voilà, je peux peut-être y arriver moi aussi. Donc il y a tout, c'est vraiment un ensemble qui fait que ces lectures-là, il y a plein de paramètres qui fait que ça fonctionne en fait quand on se plonge à l'intérieur. Il y a justement par rapport au livre Le manuscrit inachevé, vous aviez marqué dans un interview. Alors, il y a des scènes qui sont assez violentes dans ce livre-là. Et vous avez marqué, il faut être équilibré pour concevoir ce genre de livre. Oui. Est-ce que justement, vous le faites de sortir tout ça à travers vos livres, ça vous aide à être un être plus équilibré? Ou justement, quelle est votre recette pour trouver cet équilibre? Oui, ça... C'est sûr que en fait, j'arrive quand même à... Je dirais que ma recette, c'est un peu d'avoir de me dire que... de mettre une distance entre en fait ce que j'écris et ce que je découvre dans mes recherches et moi-même. Un peu comme le fait un médecin légiste, un photographe de guerre, c'est-à-dire, je prends ces exemples-là parce que ce sont des métiers où les gens sont confrontés à des situations extrêmement difficiles. Médecin légiste face à la mort, le reporter de guerre, le photographe de guerre face à des scènes horribles. Et moi-même, je me demandais avant de commencer à écrire, comment on pouvait être médecin légiste, comment on pouvait être reporter de guerre, comment on pouvait faire ces métiers-là. Et quand je me suis immergé dans le roman policier, que je suis allé à la rencontre de médecins légistes, j'aurais posé cette question. Et en fait, c'est cette notion de distance, c'est-à-dire de se dire, voilà, moi, je suis l'être humain que je suis. Et puis, il y a mon métier, ma fonction qui va servir quelque chose, qui va servir une cause. La médecine légale, la recherche de la vérité pour des enquêtes. Et puis la médecine de guerre, c'est la volonté de montrer ce qui se passe dans le monde. À partir du moment où on a un peu cette notion-là de distance, on arrive justement à aller sur des territoires très sombres dans son métier, mais sans forcément s'impliquer et ressentir à 100% ce que peuvent ressentir les personnages ou les situations qu'on va découvrir. Parce que moi, dans mes romans, justement, je passe mon temps à aller sur des territoires sombres et les faces plutôt négatives de notre société, puisque c'est le propre de mes livres, de fouiller sur des trafics d'organes. Voilà, c'est des sujets de mes romans, des gens malveillants, des dictatures. Enfin voilà, ça c'est un peu ce que je recherche en permanence. Mais de me dire, en fait, je le fais pour retransmettre cette vérité à des lecteurs. Donc j'arrive vraiment à bien me détacher. Alors ça m'arrive aussi quand même parfois, ayant moi-même des enfants, à un moment donné, d'avoir une espèce de transfert, c'est-à-dire d'être pris dans la pensée de mes personnages et de ressentir des émotions de père, par exemple, face à un enfant que je fais disparaître dans mon livre en me disant, mais si ça arrivait à mes propres enfants, et d'angoisser un peu. Ça m'arrive, mais de temps en temps. Et je dirais que c'est humain, quoi. C'est-à-dire que un médecin légiste, toujours pour discuter avec lui, il me disait, moi, dans mes autopsies,
quand c'est tel type de personne, je ne peux pas, par exemple, parce que si la personne ressemble trop à mon père ou à ma mère, je ne peux pas faire l'autopsie, donc je délègue. Mais dans 90% des cas, je vais pouvoir faire mon travail. Et donc, c'est un peu, voilà, c'est ce genre de fonctionnement-là qui est le mien, vraiment de me dire, il y a le travail, peu importe les sujets, même s'ils sont durs, il y a cette volonté de retranscrire la vérité à des lecteurs. Après, il y a moi dans ma vie de famille, dans ma vraie vie. Et ces deux personnes-là sont des personnes qui sont un peu différentes. Voilà, avec de temps en temps quand même des liens d'émotions qui se créent entre les deux. Donc, est-ce qu'il y a une forme de dissociation entre Franck Thillier, l'écrivain, et qui fait ses recherches et qui fait vivre ses personnages, et le Franck Thillier dans la vie de tous les jours avec sa famille? Oui, je dirais qu'il y a une dissociation. Alors même si évidemment dans l'écriture on met forcément de soi-même dans ce qu'on écrit, parce que qu'est-ce que l'écriture? C'est une connexion entre votre cerveau et puis la main qui va écrire en fait. Donc vous avez beau inventer une fiction la plus lointaine de vous possible, ça vient quand même de l'intérieur de vous, c'est votre cerveau qui la génère à un moment donné. Donc par définition vous mettez de vous-même, puisque ça vient du fond de vous. Mais oui, il y a une dissociation, et je pense que c'est propre à beaucoup de romanciers, parce qu'on est capable, et même dans la définition de ce qu'est écrire et créer des personnages, de passer d'un personnage à l'autre quasi instantanément. C'est-à-dire que moi, quand je me mets dans la peau d'un policier, d'une victime, d'un tueur, je ne suis pas ces personnes-là, et pourtant je suis dans leur tête au moment où j'écris. Donc il y a un aspect un peu, on dit schizophrénique, alors c'est peut-être pas vraiment le terme, parce que c'est... Mais en tout cas, on dit que les romanciers sont toujours un peu schizophrènes, parce qu'ils sont capables comme ça d'avoir un peu différentes personnalités à un moment donné, de passer instantanément d'un personnage à un autre, et puis de revenir, de zapper comme ça, comme un interrupteur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, je vous coupe un peu, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, comme certains acteurs ont pu le vivre, d'avoir un personnage qui vous colle? Oui, oui, ça m'arrive tout le temps. D'ailleurs, c'est parce que moi, j'ai un personnage qui s'appelle Franck Charcot, qui a été le premier personnage que j'ai créé et qui, 20 ans après, est encore là. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, dans mes romans, j'écris avec ce personnage. Et donc, oui, il me colle. C'est-à-dire que... alors, quand j'écris avec ce personnage un roman, c'est passer 100% de son temps avec ce personnage. Alors déjà, passer 100% du temps d'écriture. Après, je retrouve ma vie de famille, à 17h, par exemple. Mais en fait, quand je me recouche le soir, au moment de l'endormissement, il y a un ressurgissement, en fait, de ce personnage et de ce que je vais écrire le lendemain. Parce que dans des phases un peu comme ça d'endormissement, l'esprit se remet à gamberger, à se dire, mais demain, avec l'angoisse un petit peu aussi du romancier, de se dire, mais demain, qu'est-ce que je vais écrire? Comment je vais commencer mon chapitre? Qu'est-ce qui va se passer? On peut avoir fini un chapitre sur un truc où on ne sait pas trop si on va réussir à se débrouiller. Donc la nuit, tout ça travaille. Donc le personnage, il est là, et il est là aussi entre les livres où il n'est pas là. C'est-à-dire que une fois sur deux, pendant un an, j'écris un autre roman sans ce personnage, mais justement par volonté de m'en détacher, parce que j'ai besoin de me détacher du personnage, déjà pour moi-même être libre, parce qu'il y a des romanciers qui sont accrochés à un personnage et ils sont quasi prisonniers. Je sais pas, par exemple, Patricia Cornwell, qui a écrit, je ne sais plus combien de livres, mais des 30, 40 livres, c'est toujours le même personnage, le personnage de médecin légiste, en permanence, quoi. Et les fois où elle a essayé d'écrire sans ce personnage, les livres n'ont pas marché, donc elle était vraiment prisonnière du personnage sans avoir la possibilité d'en sortir. Donc moi, j'ai cette soupape de sécurité, une fois sur deux, d'écrire des romans sans personnage. Mais en même temps, je sens qu'il est toujours là, et que pendant que j'écris le roman sans lui, je sais que le suivant sera avec lui. Donc, quelque part, je pense qu'il y a une partie de mon cerveau qui essaye un petit peu dans un coin, en arrière-plan, de se dire, voilà, peut-être le prochain, il va se passer ça, ça, ça. Donc,
Mais c'est vraiment intéressant à vivre, et puis de voir à quel point des personnages de papier qui n'existent pas peuvent prendre une place quand même dans la place de l'auteur, mais aussi du lecteur. Ça, c'est vraiment très impressionnant de voir à quel point des personnages de papier comptent dans la vie de certaines personnes. Moi, je le vois avec mon personnage, quand les gens viennent me voir à un salon du livre, ils me disent « Ah, mais surtout, votre personnage, Franck Charcot, laissez-le tranquille un peu, on voudrait qu'il ait une vie heureuse, tout ça. » Ils en parlent comme s'il existait. Mais on l'a vu avec des exemples très célèbres, par exemple Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Quand les gens continuent aujourd'hui, 100 ans après, à envoyer des lettres je ne sais plus quel numéro, rue Baker Street. Il y a des gens qui continuent à écrire à ce personnage. Et ça, moi, ça m'a toujours impressionné. Ça fait partie aussi des mécanismes de l'écriture et de la magie aussi liée au livre, de manière générale. Oui. Justement, où est la différence entre la réalité et ce qui est de l'ordre de l'illusion? Vous jouez beaucoup avec ça dans vos livres. Oui. Et d'ailleurs, je sais que vous aimez beaucoup la magie. Oui. Et c'est intéressant parce que moi, quand j'ai pris une feuille en mettant quelques notes et quelques questions, la première chose que j'ai marquée, Franck Tillier, un illusionniste ou écrivain. Oui. Quelle est justement la différence entre ces frontières-là? Oui, elles sont très floues et je dirais que c'est un bon point pour le lecteur, parce que le lecteur qui lit ce livre, enfin qui va lire un livre, va en permanence se dire mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Et c'est-à-dire que s'il avait la certitude que tout était vrai dans le livre, on serait plus de l'ordre du documentaire, c'est-à-dire voilà, ou du livre historique qui retranscrit des faits complètement avérés, qui se contente de dérouler quelque chose qui s'est passé, mais vraiment de manière très, très certaine et très stricte. Et en même temps, il n'est pas complètement dans la 100% fiction, parce que les situations qui sont décrites dans les livres sont des situations qu'il a l'impression de vivre, de voir, et qui sont ancrées dans notre monde d'aujourd'hui, ce qui est le propre du roman policier. Et donc, en permanence, il se dit, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il me raconte? Est-ce que ça existe? Et c'est ça qui crée la magie, justement, parce qu'en fait, dans mes romans, moi, il y a beaucoup de vérité, c'est-à-dire que je prends souvent des faits qui existent dans notre monde. Et en fait, il y a plein de vérités comme ça que je découvre, qui vont créer des espèces de petits îlots, en fait, que j'appelle des îlots de vérité, qui sont complètement dissociés les uns des autres. Et en fait, créer la fiction, ça va être de créer le lien entre ces différents îlots, en fait, pour constituer une histoire. Parce qu'en fait, ces îlots qui n'ont rien à voir, parfois, je vais faire des recherches sur, j'en sais rien, la radioactivité d'un côté, et puis, je sais pas, les volcans de l'autre. Je vais trouver les deux géniaux, j'ai envie de les mettre dans le livre, mais ils n'ont rien à voir. Donc, vous avez une vérité d'un côté, une vérité de l'autre. Et en fait, ce qui va créer la fiction et la magie, c'est de relier ces îlots de vérité. Alors, ce qui relie, c'est de la pure fiction, c'est les personnages qui vivent des situations, qui progressent dans leur enquête, et ils vont d'îlot de vérité à îlot de vérité. C'est pour ça que quand les gens font des recherches de manière générale sur les livres, en fait, ils se rendent compte que ça existe, parce qu'eux font des recherches sur la vérité. Ils disent, mais ouais, c'est vrai, ça existait. Et sans savoir si vraiment entre deux, s'il y a un lien entre les volcans et l'ADN, enfin, la radioactivité, ils ne savent pas trop. Et là, c'est l'invention, c'est-à-dire, moi, je me permets encore aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, de créer des choses qui n'existent pas forcément, mais qui sont minimes par rapport à, voilà, qui sont juste des mécanismes d'intrigue et qui me permettent de raconter mon histoire et en tout cas les messages que je veux faire passer. Et donc, il y a un vrai parallèle avec la magie, vous en parliez un peu, l'illusion, la magie, parce que, en fait, la magie, il y a un début, une fin, avec une volonté de révéler quelque chose, comme dans un livre, il y a une révélation. Mais tout ce qui va être entre deux, ça va être raconter une histoire qui est là pour, quelque part, perdre le lecteur, l'emmener sur des directions différentes. C'est ça la magie, c'est vous agitez la main à gauche et pendant ce temps-là, vous faites quelque chose avec la main droite. Tout ça pour arriver à ce que vous avez envie de faire passer. Donc oui, il y a un peu de ça, cet aspect un peu de manipulation de lecteur, d'illusion, de secret, tout ça. Voilà.
J'ai l'impression que vous laissez beaucoup le lecteur fantasmer. C'est-à-dire que plusieurs fois, vous donnez des suggestions, des allusions. On a l'impression d'effleurer quelque chose, mais en fait, on est face à nos propres interprétations par rapport à quelques petits détails. Oui, oui, bah c'est. Alors ça, je l'ai appris au cours de l'écriture. C'est-à-dire que dans les tout premiers romans, j'avais tendance à tout décrire, en fait. C'est-à-dire que chaque situation, chaque événement, de le décrire, donc de laisser très peu de place à l'imaginaire, finalement, puisque les lecteurs ne faisaient qu'absorber ce que je leur décrivais. C'était tellement détaillé que voilà, il n'y avait plus cette évasion de l'esprit. Et ça, je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux parfois, tout le temps d'ailleurs, de suggérer plutôt que de décrire. C'est typiquement la scène à suspense où bah, vous avez une porte face à vous, vous avez quelqu'un qui crie derrière, et soit vous ouvrez et puis vous constatez la scène, donc vous la décrivez, ou soit vous laissez la porte fermée, vous continuez à entendre les cris et vous laissez l'imaginaire du lecteur, enfin, vous imaginez ce qui se passe derrière. Et en fait, les deux, globalement, ont le même effet, c'est-à-dire, en tout cas, le résultat est le même. Vous imaginez le pire derrière. Mais en fait, je trouve que la deuxième solution, juste de ne jamais ouvrir cette porte et d'entendre les bruits sans décrire, ça, c'est beaucoup plus fort parce que c'est le lecteur qui va, lui, créer son propre monde et imaginer les situations terribles sans que l'auteur ait à décrire des scènes horribles, hein, parce que et ça, c'est beaucoup plus fort. Donc ça, je le fais de plus en plus dans mes livres, ce qui fait que le lecteur, oui, il vit vraiment une expérience de lecture qui lui est propre. Chaque lecteur n'aura pas forcément la même, voilà, les mêmes interprétations, les mêmes objets. Il ne va pas voir les mêmes objets. Et ça, ça fait aussi partie justement des mécanismes de la peur, du suspense, et puis de toutes ces sensations que sont des romans qui font appel beaucoup au sens, en fait, du lecteur, de faire travailler les sens. Et moi, j'aime beaucoup ça. Donc, moins littéraire, mais plus sensuel, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Moi, là, ce que je ressens comme ça, c'est comme si vos livres sont un voyage vers un autre imaginaire. Vous suggérez, vous nous donnez des îlots, et entre-temps, nous, on laisse certaines choses venir, on laisse nos propres peurs créer un monde autour de votre monde, quelque part. Oui, 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 bah c'est vraiment ce que j'essaye de faire. C'est un peu comme, c'est pour en revenir un peu au conte pour enfants, quoi. C'est-à-dire que quand on est tout petit, on aime qu'on nous raconte des histoires. Et justement, les contes sont reliés souvent à l'émotion de la peur, en plus, parce que c'est, je sais pas, vous pensez le petit chaperon rouge, les trois petits cochons. Enfin, on sait qu'il y a un danger incroyable dans les contes. On est tout petit, on a 6-7 ans. Et donc, c'est nous apprendre à nous confronter à la peur avec beaucoup d'imaginaire, c'est-à-dire finalement le loup on sait qu'il est là et on commence à l'imaginer et à le visualiser sans qu'on en parle, en fait, sans qu'on le décrive, sans qu'on le voit. Et c'est ça qui crée la force des contes, en fait. C'est justement cet aspect imaginaire très très fort qui va constituer, je dirais, 80% de ce qu'on nous raconte. Il y a le conte qui fait 10 pages, hein, parce que quand vous relisez finalement le petit chaperon rouge, vous avez l'impression d'un truc qui dure des heures, alors que le conte en lui-même, il est tout petit. Donc ça prouve bien que c'est l'imaginaire qui a créé toute l'histoire et qui nous appartient. Et peut-être que mon petit chaperon rouge, à moi, il n'est pas pareil que le vôtre, et le loup n'est pas pareil. Et voilà, moi, ça m'a laissé vraiment des souvenirs très, très forts. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que finalement, un thriller, c'est une espèce de conte pour adultes, où on offre aux adultes la possibilité de replonger dans leur âme d'enfant, alors avec leur vision adulte, mais dans tout ce qui nous a plu quand on était confronté à des contes quand on était enfant. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cet aspect-là qui nous ramène à nos propres souvenirs, à qui on est vraiment, finalement. Une question philosophie. Dans la philosophie stoïcienne, il y a une invitation à méditer sur la mort. On est dans une société où tout est propre,
on ne veut surtout pas exprimer ses émotions. En tout cas, il ne faut pas exprimer ses émotions. Avoir peur, ce n'est pas bien. La mort, on n'en parle pas trop. Donc, plus on médite sur la mort, plus on est, entre guillemets, libre. On peut avoir un sentiment de liberté et retrouver une forme de paix intérieure. Vous, avec vos livres, on côtoie beaucoup la mort. Et puis, vous êtes entouré aussi de personnes qui côtoient ce milieu-là. Est-ce que vous ressentez, ou en tout cas, comment vous vivez la mort et la peur aujourd'hui? Alors, c'est rigolo, je vais vous montrer un livre. Hop, je me penche. Par exemple, voici un peu le genre de lecture, je ne sais pas si vous voyez. L'homme et la mort. Justement, donc je suis entouré par la mort. Alors, ce qui est quand même incroyable, parce que on sait tous que la mort fait peur. Comme vous le dites, en fait, dans la société, on en parle très peu. On en parle très peu parce que, enfin, on essaye de l'évacuer en fait rapidement. On le voit bien. Hein, je vous ai montré ce livre. On voyait bien que dans les époques d'avant, la mort faisait partie, je dirais, de la vie des gens. C'est-à-dire que il y avait nos morts, on les gardait avec nous. Il y avait toutes ces cérémonies, puis ça durait longtemps. Et puis il n'y avait pas cet aspect de répulsion par rapport à la mort. Et aujourd'hui, vraiment, ça nous fait très très peur et on l'évacue extrêmement rapidement. On voit bien, les deuils sont très rapides. Enfin voilà, puis les gens retournent à leur fonction et il y a un blocage en fait par rapport à ça. Et moi, je trouve que c'est justement dans les polars, dans les thrillers, on confronte les lecteurs un peu à ça, à la mort, elle est omniprésente. Et c'est un peu aussi, oui, moi, je trouve ça intéressant de ramener un peu les choses qui nous font peur et d'expliquer finalement aux lecteurs que pour avoir moins peur de ces choses-là, c'est bien de s'y confronter et puis d'y réfléchir et de se dire finalement, voilà, de les accepter aussi. Moi, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire, je sais un jour qu'il y a une fatalité, ça peut faire peur, mais finalement de se confronter à ce sujet et puis d'essayer de l'analyser, de comprendre, on relativise et puis on arrive à l'accepter. Donc voilà, moi j'étais obligé de faire ça parce que j'y suis en permanence, je suis entouré, je pense à la mort en permanence, pas à titre personnel forcément, mais de fait si, puisque je le fais pour mes livres, mais en tout cas mes personnages qui enquêtent sur des morts, il y a des scènes de crime, il y a les policiers qui sont confrontés à ce fait, à la mort en permanence. Donc finalement, je suis toujours avec ce sujet-là, même si les sujets des livres sont différents, la mort, elle est tout le temps là. Et donc voilà, les romans sont aussi un moyen finalement de faire réfléchir les gens aussi sur ce qu'est la mort. Et d'ailleurs, souvent, mes policiers eux-mêmes ont des réflexions sur la mort parce qu'ils me servent aussi de voix quelque part pour retranscrire au lecteur ce que moi-même je peux. Voilà, la manière dont moi-même je perçois cette fatalité. Justement, je me demandais quelle est la plus grosse leçon ou le plus gros apprentissage que vous a appris l'un de vos personnages? C'est compliqué parce que c'est en fait les personnages, c'est vraiment, je dirais que c'est un peu ils sont très différents de moi évidemment parce que j'essaye de les inventer de toutes pièces et mon personnage de flic, de Charcot ou les personnages féminins que je crée sont très différents de la personne que je suis, mais en même temps, et ça c'est les lecteurs qui me le disent, c'est vraiment assez incroyable, me ressortent parfois des choses qu'ils découvrent dans mes livres, des points communs entre différents livres, ça va encore plus loin, c'est-à-dire en me disant, voilà, le livre que vous avez écrit il y a 5 ans, et puis là, celui que vous avez écrit cette année, il y a un truc qui revient. Alors, par exemple, un signe noir, qui revenait régulièrement dans mes livres, et moi, je ne l'avais pas vu, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce ne sont pas forcément mes propres personnages qui m'apprennent des choses parce que j'ai du mal à voir moi-même ce qu'ils peuvent m'apprendre, et ils doivent m'apprendre des choses. C'est les lecteurs, en fait, les lecteurs qui m'apprennent des choses, qui détectent des choses dans mon écriture, en se disant, mais là, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi cette récurrence de tel thème, la dualité, par exemple, est très, très présente dans tous mes livres. Et là, je me dis, mais ils ont raison, et je ne m'en étais pas aperçu. Donc, voilà, ça me permet de réfléchir, d'essayer de comprendre pourquoi il y a
cette histoire de signe noir, pourquoi il y revenait. Alors après, je n'ai pas forcément les explications, mais en tout cas, en plus, ça a rapport à la mort quand même, le signe noir. Enfin, et ça, c'est intéressant. Voilà, ça fait partie un peu de l'aspect psychanalytique du sujet, mais en fait, je n'ai pas forcément envie de creuser plus loin sur moi-même, parce que peut-être que ça enlèverait une partie, justement, le fait de comprendre tout pourrait enlever une partie de ma créativité. Et je trouve que c'est intéressant, voilà, de laisser, justement, parler un petit peu de zone d'ombre tout à l'heure, de laisser ces petits coins inexplorés, parce que c'est peut-être là où je vais chercher, justement, toute ma fiction, toutes mes histoires. Alors que peut-être le fait d'avoir toutes les réponses systématiquement à qui je suis et pourquoi, finalement, j'écris ces livres, ça pourrait casser peut-être un peu la magie de l'écriture. Alors, justement, dans votre passage au TED Talk, Oui. vous expliquiez justement, vous voyez cette belle image du cerveau avec vos différents éléments. Vous preniez à chaque fois 5-6 mois, vous allez chercher les différents éléments. Et à un moment donné, il y a l'idée qui vient. Il y a cette espèce de lâcher-prise qui fait que quelque chose naît, quelque chose est prêt à naître. Et ce que j'apprécie beaucoup chez vous, c'est ce bagage d'ingénieur, ce côté très rationnel, ce côté très pragmatique. Vos livres sont bien structurés, il y a énormément de références. Et en même temps, il y a cette part de magie. Comment vous arrivez à faire le lien entre ces deux mondes? Oui, je pense que c'est vraiment les deux univers avec lesquels j'ai grandi, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté toutes les études, les maths, la physique. Moi, j'adorais ça vraiment quand j'étais à l'école. J'adorais les problèmes de maths, j'adorais les casse-têtes. Enfin, j'étais abonné à des revues, Jeux et stratégie, ça s'appelait, où il y avait des échecs. Enfin, toute cette logique-là, très mathématicienne, me fascinait. Et puis après, de l'autre côté, il y avait ces lectures et ces films d'horreur dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou policiers ou thrillers, qui étaient complètement déconnectés du reste. Et les deux me fascinaient. Donc, et je pense que c'est un peu la manière dont aujourd'hui je construis mes histoires, c'est-à-dire que je retrouve l'esprit mathématique d'ingénieur en informatique d'ailleurs dans la manière de construire des livres, c'est-à-dire toute cette mécanique, cette horlogerie très précise qui fait que les livres fonctionnent, c'est-à-dire vous avez tous les éléments d'une montre suisse qui sont complètement désassemblés au début, et à la fin, la montre donne l'heure à la seconde, et c'est ce qu'on essaye de faire quand on écrit des romans policiers. Il faut qu'elle donne l'heure pour que le lecteur ait une satisfaction. Si elle ne donne pas l'heure, c'est que le livre est raté. Donc, il faut vraiment toute cette logique-là. Et puis, l'aspect plus onirique et plus fiction, tout ça, on le retrouve, c'est la deuxième facette de cet univers d'amour, du thriller, du polar, ce qui permet de donner la matière justement à cette structure. La structure en elle-même, elle ne suffit pas. Il faut la matière. Et donc, en alliant les deux, ça donne finalement ce qui caractérise vraiment mes romans un peu dans l'univers du polar aujourd'hui, c'est-à-dire des romans très alors complexes au sens où l'histoire est complexe, mais qui se lisent facilement. Parce que ça fait partie aussi de l'écriture, que le lecteur ne se perde pas. Donc avec une vraie complexité et avec une base scientifique de construction solide. C'est-à-dire que dans la plupart de mes livres, on retrouve des sujets scientifiques, mais qui nous touchent, nous, pas déconnectés. On parlait de cerveau, le cerveau, la mémoire, l'ADN, les organes, enfin tout ce qui est très intérieur, tout ça, ça me fascine. Et donc, ça sert toujours de base à l'écriture de mes livres. Donc, est-ce que c'est cette structure qui vous permet justement d'aller explorer des frontières interdites? Oui. Oui, mais c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire. Il faut que le sujet qui m'intéresse permette de basculer vers des frontières interdites, parce que c'est ce qui va créer le polar, en fait, ce qui va créer la matière noire du livre et la raison pour laquelle les lecteurs vont lire ce genre de livre. Et finalement, on se rend compte que quelque chose, sujet qu'on prend,
il y a toujours une phase sombre. C'est-à-dire, il y a toujours, à un moment donné, dans l'histoire du sujet, ou peu importe le sujet, des gens qui ont basculé et qui ont fait que le sujet a dérivé vers des parties plus sombres de notre société. Donc ça, j'ai découvert ça à chacun des sujets. Donc aujourd'hui, quand je prends un sujet, je sais que je vais trouver la matière. Alors après, il faut trouver la matière. C'est-à-dire, justement, il faut aller fouiner un peu, lire des livres, et puis d'un seul coup se rendre compte, bah, tiens, dans les années 70, c'est passé tel truc, ou alors un scandale qui était un peu étouffé. Voilà. Donc ça, c'est un peu le métier de romancier journaliste. C'est-à-dire, il y a cette partie investigation dans la période de recherche pour trouver justement la part sombre d'un sujet. Et à partir du moment où je la tiens, c'est là-dessus où je vais creuser pour construire mon histoire. C'est-à-dire, je vais me dire, le but de mon histoire, c'est de mener à cette part sombre. Donc, il faut construire tout ce qui est en amont pour arriver là. Donc, c'est un peu comme ça que je construis mes livres. C'est ce qui me donne l'idée du livre, hein, c'est de trouver, au moment où je trouve cette part sombre, et surtout qu'elle soit romanesque aussi, hein, qu'elle puisse être facilement mise en mots, en images, en sensations, et être intéressante, évidemment. C'est ce que j'appelle l'idée du livre. Après, alors, vous voyez, quand on a cette idée-là, on a juste le nœud initial, et après, il faut tout construire autour pour pouvoir, justement, raconter ce qu'on a découvert. Donc, cette part sombre que vous arrivez à trouver, vous la trouvez en faisant des enquêtes? D'accord. Oui, oui, en faisant souvent, ça démarre sur Internet, en fait. C'est-à-dire que de fil en aiguille, en avançant, on trouve des trucs. Ah, tiens, il y a un petit truc qui clignote, on va dessus. Alors, parfois, c'est une impasse, et des fois, ça ouvre vers d'autres voies. Et d'ailleurs, même parfois, le sujet initial, enfin final, il y a eu tellement de dérives entre deux de recherche qu'on n'est plus tellement dans le sujet initial, mais ça reste passionnant parce qu'il y a un lien, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, je sais pas, vous démarrez, commencez à faire des recherches sur les greffes de cœur ou les cœurs, et puis vous arrivez en 70 à une dictature en Argentine, par exemple. Parce qu'à l'époque, on prélevait des yeux, les cornées sur les condamnés à mort, par exemple. Et c'est ça ça, c'est génial. Vous partez d'aujourd'hui, 2020, et vous arrivez en 70. Alors après, sur un sujet qui est globalement le même, c'est-à-dire le cœur, la greffe, et vous arrivez à la fin sur des vols de cornets en Argentine pendant une dictature. Et après, voilà, on parlait tout à l'heure de fiction, de réalité, tout va constituer, enfin, tout va consister à réussir à retracer ce trajet de recherche en une histoire. Et en général, ce que j'essaye de faire. Donc, plus il y a de recherche et plus je vais m'enfoncer dans des embranchements, et plus c'est intéressant parce que ça, c'est mon histoire, justement. Et un sujet qui n'est pas bon, c'est un sujet où vous allez faire des recherches et puis vous n'avez rien trouvé, donc vous n'avez rien à raconter d'intéressant. En fait, ce qui est amusant quelque part, c'est que quand on lit vos livres, on se dit mais quelle imagination il a, mon Dieu, mais ça ne doit pas aller bien dans sa tête. Et en fin de compte, on se rend compte que vous allez chercher des éléments qui ont existé. L'humanité a une phase d'ombre et vous nourrissez constamment de ce qui s'est déjà passé. Oui, et c'est ce qui plaît au lecteur, c'est-à-dire finalement de découvrir aussi à quoi ressemble notre monde et jusqu'où l'être humain est capable d'aller. Et moi, oui, c'est comme ça que je fonctionne, et c'est ce qui m'intéresse. Alors après, ce qui crée vraiment la fiction aussi, c'est qu'on peut inventer là-dedans. C'est-à-dire que et il faut, parce que vous êtes dans une enquête d'aujourd'hui, qui se passe aujourd'hui, donc très concrète, c'est-à-dire un policier qui arrive sur une scène de crime, par exemple, et vous allez vous dire, mais comment je veux pouvoir raconter quelque chose qui s'est passé dans les années 70 en Argentine? Donc, je dis n'importe quoi, mais vous allez peut-être devoir inventer un grand méchant qui continue à prélever des cornets dans un coin d'Argentine, parce que... Et en fait, donc vous créez de la pure fiction dont le but est en fait de révéler des éléments passés par le biais de personnages que vous allez créer. Et c'est ça qui crée un peu le cerveau dérangé de l'auteur que je suis, c'est-à-dire de réussir
à jongler entre fiction et réalité pour avoir à la fin un livre qui tienne la route et qui va pouvoir retranscrire tout un tas de faits réels par une imagination complètement parfois folle, avec des gens dont on se demande s'ils peuvent exister, tellement ils font des actions incroyables, mais finalement on se rend compte que oui, ils existent parce que il y a le penchant réel dans notre société, on le voit toujours, enfin c'est ce qu'on dit souvent, la réalité dépasse la fiction, on le voit tous les jours avec ce qui se passe. Et donc même moi, ça me rassure pas sur la nature humaine en tout cas, mais ça me rassure en tant que romancier en me disant finalement, le grand méchant que je crée, j'ai une caution parce que ça existe dans le vrai monde avec un autre type de personnage, mais où je me dis, ouais, l'être humain, il est capable d'aller aussi loin, il est capable de faire ça. Et le lecteur se le dit aussi, puisque lui aussi, par comparaison, il arrive toujours à trouver des accroches dans la réalité en se disant, ouais, ce que raconte Franck Tillier, c'est pas si débile que ça, parce que ça se passe aujourd'hui dans les faits divers. Donc ça c'est intéressant. Est-ce que justement, vous avez une sympathie ou une empathie pour l'ombre, pour le diable, comme les Rolling Stones le disent? Non, moi, j'ai pas vraiment de sympathie pour le diable et puis la violence, tout ça. Par contre, j'ai de la sympathie pour mes méchants, c'est-à-dire que finalement, vous créez des êtres abominables dans les livres parce qu'ils sont... c'est à cause d'eux que tout ça existe finalement, et ils sont juste la représentation de vraies personnes dans le vrai monde qui sont capables de faire ça. Mais quand on est romancier, il faut aimer autant ces personnages positifs que négatifs pour pouvoir bien les construire. Donc il faut aimer aussi ces méchants, ces grands méchants. Et donc pour les aimer, quelque part, entre guillemets, on essaye d'expliquer la raison de leurs actes. Parce qu'en fait, on se dit, qu'on soit dans le mal absolu, il y a une raison. Pourquoi ? Enfin, d'ailleurs, c'est une interrogation permanente aussi, cette notion de mal, qu'on est, comme moi, romancier, et qu'on écrit sur le sujet depuis 15 ans ou 15-20 ans, de se dire pourquoi le mal existe, pourquoi certaines personnes vont le commettre plus que d'autres. Est-ce qu'il y a une part d'inné ? Est-ce qu'il y a une part d'acquis ? Est-ce que c'est la société qui rend les gens comme ça ? Donc, il y a une interrogation permanente sur ce sujet. Et donc, le mal, oui, c'est pareil, comme la mort, etc. C'est des sujets qui font partie de nous. Et écrire des romans peut m'aider à comprendre certaines situations réelles aujourd'hui, de se dire, est-ce qu'on peut quand même trouver finalement toujours une explication des comportements criminels extrêmes où, on dit souvent que cette personne est un monstre absolu, mais oui, c'est un monstre dans ses actes, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une fêlure, quelque chose qui a créé le monstre ? Donc voilà, ça c'est ça aussi, c'est pour ça que ça aussi, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les lecteurs, d'avoir ces interrogations sur ces grands, ces grands thèmes de société ou même de l'humanité finalement. Alors, je vais vous poser quelques questions par rapport à vous. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent qui justement n'arrivent pas à trouver cette impulsion que vous avez eue pour faire ce qu'elles veulent, faire ce qu'elles souhaitent. Vous avez eu une belle carrière déjà dans tout le côté ingénierie. Quand vous étiez petit, vous vouliez être pilote. Oui. Il s'est passé quoi entre-temps ? Ça, ce sont les rêves d'enfants, pompiers, pilotes. Alors moi, j'ai toujours aimé les maths, la physique, tout ça. Donc, mais après, non, c'est vrai que je pense que c'est le parcours scolaire qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont venus présenter une école d'ingénieur et je me suis dit, tiens, je vais aller là-dedans parce que ça me plaisait. Et puis que je n'avais pas pris les dispositions en tant qu'étudiant lycéen pour me plonger dans la carrière de pilote. Donc voilà, je pense que c'est juste une orientation à un moment donné qui fait que... Mais c'est vrai que c'est un rêve d'enfant, quoi, d'aller dans le ciel et puis de parcourir un peu la planète. Donc, écrire des livres, c'était pas du tout dans vos rêves d'enfance. À la base, vous vouliez être pilote ou pompier. Ensuite, la carrière a fait que vous êtes devenu ingénieur. Et de là, il y a eu un déclic qui vous a emmené à écrire des livres. Oui. Et ce qui est beau, c'est que dans
l'un de vos témoignages, ou en tout cas, il y a un journaliste dans ce que j'ai vu qui explique que le premier livre que vous avez écrit, en fait, c'était vous qui faisiez les photocopies. Et pour le coup, Oui. c'était votre salaire. Donc, vraiment, tout votre salaire y passait pour justement aller envoyer les copies de votre livre aux maisons d'édition. Lorsqu'on prend un tel risque, on se sent comment et qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion d'y croire, entre guillemets? On se sent bien parce que c'est un projet génial de se lancer dans une aventure comme ça et avec toutes les inconnues qu'il y a derrière, c'est-à-dire de se dire est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner. On a l'intime conviction que ça va fonctionner parce que on écrit, on y croit, on vit quelque chose de nouveau. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent écrire. Et que, le conseil que je leur donne, c'est toujours d'y aller, quoi. C'est-à-dire pourquoi bloquer, essayez, quoi. Mettez-vous face à une page, face à votre ordinateur, et puis essayez. Parce que ça libère plein d'émotions, plein de choses. On crée quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait. Et puis si on va au bout, c'est tant mieux. Voilà, c'est derrière, peut-être il y aura encore d'autres choses derrière, mais vraiment déjà l'acte d'écrire, il est incroyable. Donc ça a été vraiment l'élément le plus fort. Et puis après, c'est vrai qu'une fois, moi je suis allé au bout du premier, au bout de mon histoire. Si on y arrive, c'est bien. Ça veut dire qu'on sait raconter une histoire. Après, est-ce qu'elle est bien ou pas? Ça, il faut des lecteurs pour juger, mais en tout cas, d'aller au bout, ça donne envie d'aller encore plus loin, de se dire, ah oui, pourquoi il n'y aurait pas un livre derrière? Pourquoi moi, on se prête à rêver un peu, de se dire, pourquoi je ne serais pas comme tel auteur, un jour en librairie, à dédicacer mes livres. Et c'est ça qui, voilà, chaque envoi, c'est vrai que ça coûtait un peu d'argent, parce que j'avais pas beaucoup de sous, il fallait imprimer, relier, envoyer par courrier. Donc, chaque envoi coûtait un peu d'argent. Je faisais attention à qui j'envoyais, je limitais un peu les envois. Mais ça, c'est une aventure incroyable à vivre, avec l'attente derrière, évidemment. Alors, ça, c'est un suspense un peu moins rigolo, mais d'attendre le retour de l'éditeur qui est négatif, on recommence, on renvoie, etc. Et puis un jour, voilà, il y a un éditeur qui va vous dire votre livre m'intéresse, et là, c'est autre chose qui commence. Mais oui, moi, je dis aux gens, d'ailleurs, je fais aussi pas mal de. Enfin, quand je vais en médiathèque ou quand je dis aux gens allez-y, quoi, essayez. Vous verrez, de toute façon, vous serez vite fixé si ça fonctionne ou pas, mais au moins se lancer, quoi, dans l'aventure. Est-ce qu'il y a une acceptation du non, pour le coup, aussi, à pouvoir encaisser? On ne vous a pas Au dit début, oui tout de suite? Alors, au début, c'est l'acceptation du non. La première fois, elle est toujours compliquée, mais je pense comme dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire le non, il est assez, parfois, de la part des éditeurs, assez brut, quoi. Vous avez 2 lignes, alors vous attendez à ce qu'on vous explique pourquoi ça n'a pas fonctionné. On vous dit juste ça n'a pas fonctionné, mais on ne vous dit pas pourquoi. Donc ça, c'est assez frustrant. Puis après, on se rend compte que c'est comme ça. Enfin, voilà, donc. Et moi, j'ai toujours, et ça c'est un peu aujourd'hui encore, de toujours partir par l'aspect le plus défavorable, en se disant que ça ne pourra qu'aller mieux, plutôt que de partir tout en haut et d'avoir des désillusions. Et moi, j'ai plutôt une philosophie comme ça, donc au fur et à mesure des envois, tout ça, puis d'avoir des noms, après, il y avait toujours un petit signe quand même positif, un peu plus. Mais même dans les ventes de mes livres, dans l'évolution de ma carrière, ça a été comme ça. Au début, je vendrais très peu de livres, et puis l'année d'après, je vendais un petit peu plus, etc. Et je préfère ça, avoir une carrière construite comme ça sur le long terme, plutôt que de faire un best-seller du premier livre. Parce que ça, je l'ai vu avec mes collègues, et puis après que les livres suivants ne marchent plus, donc d'être en haut tout de suite, et puis où on ne peut que redescendre finalement, parce qu'on est déjà tout en haut. Mais d'avoir une construction montante comme ça, parce que je trouve que c'est beaucoup plus serein, et puis qu'il y a toujours un espoir de faire mieux encore et toujours progresser. Donc ça, c'est vraiment agréable à vivre aussi dans ce sens-là. Est-ce qu'après chaque parution d'un nouveau livre, il y a une peur de décevoir votre public? Vous le ressentez encore, ça? Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est ma plus grande peur, et c'est les raisons. Enfin, c'est ma priorité dans l'écriture, c'est d'écrire un livre qui plaise aux lecteurs. Ça a toujours été ma priorité, c'est de penser aux lecteurs, parce que j'écris pour eux. Et oui, alors donc
Et ça, par contre, ça devient de moins en moins évident parce qu'après 20 livres, de continuer à plaire, à se renouveler, à ne pas décevoir, c'est toujours trouvé que les carrières sur le long terme étaient beaucoup plus complexes que celles qui sont juste des coups d'éclat. Et en fait, construire sur le long terme, on se rend compte qu'il y a du travail derrière à fournir pour être souvent au niveau égal et puis de se dire finalement qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours monter, donc il y aura forcément un coup plus bas parce que je dirais presque que ça ne nous appartient pas. C'est comme ça, quoi. On ne peut pas en permanence être à 100%. Mais après, ça repart derrière. Ce qui compte, c'est la régularité, tout ça. Donc oui, même aujourd'hui, encore après 20, 21 romans, il y a toujours cette angoisse à la sortie de se dire est-ce que le roman va autant plaire que les autres. Le précédent. Il y a une phrase que vous avez dit dans le TED Talk que j'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. L'évolution est une course perpétuelle à la survie. Oui, oui, bah ça, ça a été presque le révélateur de l'écriture de cette histoire parce que je faisais des recherches sur l'évolution, tout ça, je ne sais pas trop ce que c'était. C'est un sujet, Darwin et compagnie, tout le monde en a entendu parler, mais on ne sait pas trop ce que ça représente. Et quand vous faites des recherches là-dessus, il y a des images que je trouve qui résument tout. Alors, cette phrase-là, imagée, on va dire, c'est pourquoi les lièvres, finalement, courent plus vite que les renards. C'est juste parce que c'est pour survivre, en fait. C'est-à-dire que s'ils courent plus vite, c'est juste parce que s'ils couraient moins vite, ils n'existeraient plus. Et donc, ils courent pour leur survie, en fait, en permanence. Et mais le renard aussi derrière, parce qu'en fait, lui aussi court pour sa survie, parce qu'il faut qu'il attrape le lièvre pour se nourrir. Sinon, s'il ne se nourrit pas, il meurt. Et donc, en fait, en ramenant ça un peu aux humains et puis à notre monde d'aujourd'hui, ça fonctionne. C'est une phrase qui résonne très fort. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde en plus où tout va vite, qui court, qui pour moi court trop vite justement. On ne prend plus vraiment le temps de faire les choses parce qu'on est multi-sollicité avec des signaux partout, les ordinateurs, les téléphones, ce qui fait que le cerveau a très peu de temps pour traiter chaque information. Et donc, on est dans une vraie course, mais qui pour moi est plus rapide que celle que l'ordre naturel des choses. Donc, on est en train finalement de devancer l'évolution traditionnelle de la nature. Et c'est peut-être pour ça justement qu'il y a toutes ces catastrophes, etc. Parce qu'en fait, la fonte des glaciers, enfin voilà, tous ces thèmes écologiques, parce qu'on va trop vite. La nature n'a pas le temps, n'a plus le temps de. C'est elle normalement qui crée l'évolution, sauf qu'on est en train de la dépasser, donc on veut jouer à être plus rapide qu'elle. Donc on craint des règlements et écoutez, on verra ce qui va se passer, mais il faut faire attention. Et puis c'est vrai que cette phrase-là, moi j'aimais bien une autre phrase aussi, c'est l'évolution est une course naturelle à la survie et l'homme est une exception, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, toutes les espèces qui survivent depuis l'aube des temps, depuis 5 milliards d'années, elles sont toutes des exceptions, c'est-à-dire c'est exceptionnel qu'aujourd'hui, par tout un tas de systèmes, l'homme soit encore en vie. Et qu'en fait, on n'est pas les maîtres de la nature et du monde, on est juste une espèce parmi les autres, une exception parce qu'on a réussi à survivre et puis destiné un jour à disparaître, mais comme toutes les espèces. Ça peut faire peur comme ça, mais en fait, c'est ce que ça m'a appris aussi de faire les recherches sur l'évolution, c'est que c'est comme ça, c'est ça l'évolution, c'est les espèces apparaissent suite à des hasards qui font qu'elles sont là, elles s'adaptent, l'homme s'adapte, et puis après, à un moment donné, elles disparaissent parce qu'il y a quelque chose d'autre qui déstabilise l'équilibre, qui fait qu'elles disparaissent, mais d'autres espèces les remplacent, etc. C'est le cycle de la vie et de l'évolution. J'ai trouvé que c'était une très très belle phrase et je voulais justement vous entendre un peu la décortiquer.
parce que voilà, elle me parle aussi beaucoup. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, en termes de routine, j'ai vu que vous aviez des... Alors moi, je crois beaucoup en la routine de vie. Apparemment, vous êtes quelqu'un qui vous levez assez tôt. J'ai cru comprendre qu'avant, vous faisiez même du tennis à 6 heures du matin. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, ça c'est quand j'étais jeune, plein d'énergie. On partait à 6 heures du matin juste pour avoir les cours disponibles extérieurs, arriver avant les autres. Alors, est-ce que vous avez toujours une activité sportive le matin? Oui, alors j'ai toujours une activité sportive. C'est plus le soir, en fait. J'ai beaucoup plus d'énergie dans l'écriture le matin. Parce que là, c'est vraiment où l'esprit, pour moi, donne le meilleur de lui-même, voilà, de la créativité. Puis après, j'aime bien courir le soir pour un peu évacuer justement l'écriture et puis tout ce que j'ai pu imaginer. C'est vrai que quand je cours, ça me vide l'esprit et puis donc ça fait du bien. Cet ordre-là me fait du bien. Ça me convient bien aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, vous travaillez, si j'ai bien compris, de 7h à 17-18h sur vos romans, les recherches et autres. Et ensuite, vous arrivez à couper 18h pour ensuite avoir une activité sportive et vie privée. Et j'imagine lecture le soir? Oui, alors c'est plus 8 heures que 7 heures. Alors après, c'est quand j'écris, effectivement, c'est vraiment face à l'ordi, dans les recherches aussi. Puis après, dans l'écriture, il y a aussi aller à la rencontre des gens, avoir des entretiens avec des spécialistes, tout ça. Donc ça fait partie aussi de ces journées. Enfin, ça compte dans le global de l'écriture, on va dire. Donc c'est pas... Disons que d'être face à un écran, c'est les 3 quarts du temps, mais il reste un quart vraiment je dirais, extérieur de rencontres, etc. Mais toujours dans le cadre de l'écriture. Après, je me souviens plus, c'était quoi la deuxième partie? Donc, il y a toute une partie de votre journée où vous m'avez dit donc 8h, 18h, où vous étiez vraiment sur l'écriture de manière générale. Ensuite, il y a donc toute l'activité sportive, si j'ai bien compris, sur votre vie de famille. Derrière, est-ce que vous avez la lecture également? Ah oui, alors la lecture, alors ça dépend de la période, parce qu'en fait, le fait d'écrire, c'est déjà quelque chose qui me consomme beaucoup d'énergie, qui est très cérébral, et c'est vrai que des fois, en fin de journée, j'ai l'esprit un peu fatigué, donc parfois de se remettre à la lecture, c'est comme ça redemande un effort quand même intellectuel. Quand je suis dans les phases d'écriture, je ne le fais pas, je le fais en dehors vraiment la lecture en dehors de... ça peut être pendant les phases de recherche, quand je n'écris pas, donc c'est là où je vais plus lire. Mais dans les phases d'écriture, je vais plutôt regarder une série, donc quelque chose qui continue à stimuler l'imagination, tout ça, mais qui est un peu plus passif, parce que vraiment, il y a cet effort intellectuel qui est un peu trop intense si j'ai déjà passé ma journée à écrire. Ouais. Ok. Juste pour ça, parce que moi, je crois beaucoup aux routines, de manière générale, donc je voulais un petit peu savoir votre routine, sans forcément rentrer dans votre vie privée. Ah oui, mais c'est très routinier, hein, et moi aussi, j'y crois beaucoup, et je pense que c'est la routine qui fait la qualité des livres. Il y a des romanciers qui vont écrire sur 3 mois dans l'année, mais faire que ça, mais pendant jusqu'à 2 heures du matin, se lever à 6 heures, écrire tout le temps. Et moi, c'est vraiment lissé sur l'année, c'est-à-dire que c'est tout le temps, mais c'est vraiment cet aspect routinier de dire j'en fais un petit peu aujourd'hui, et puis si un jour je ne peux pas le faire, ça ne va rien changer, parce que en fait, je sais que le lendemain, je continue mon truc, ce qui fait que c'est tellement lissé que je peux même passer à d'autres choses entre deux. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai besoin, oui, de cet aspect routinier, parce que sinon, j'ai l'impression d'être déphasé avec moi-même et puis d'être en retard par rapport à où j'en suis, même par rapport au roman précédent, l'année d'avant. Il y a la routine journalière et puis il y a même la routine par rapport aux années d'avant, de se dire, là, on est tel mois, donc normalement, je suis à tel degré de mon roman, donc si je suis en avance ou en retard, voilà, il faut que je fais mes réglages un peu comme ça. D'accord. Donc, en fait, chaque romancier a vraiment sa manière de travailler, son rythme, ses besoins. Oui, ça c'est... Il n'y a pas de stratégie. Non, ça c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas de mieux. Stephen King, il écrit comme ça. Il peut écrire dans un avion, et en 2 mois un livre, et puis après il va faire autre chose.
il y a Simenon qui écrivait des livres, 3 livres par an, parce qu'il écrivait très, très vite. Il écrivait en 15 jours, après il faisait plein d'autres choses. Mais moi, c'est vraiment un petit peu... ouais, ça, c'est propre à chacun, il n'y a pas de règle là-dessus. Comment vous avez trouvé votre routine, ce qui vous correspond le mieux? En fait, moi, c'est une continuité du milieu de l'entreprise, en fait. C'est-à-dire que je suis resté sur ce rythme-là parce qu'il marchait très bien. Pendant l'entreprise, j'avais commencé à écrire des livres, hein, mais c'était très chaotique parce que j'avais mon métier d'ingénieur et puis j'écrivais quand j'avais du temps. Donc le midi, pendant les congés, le week-end, ça devenait horrible parce que ça monopolisait, enfin, c'était très fatigant. Donc du jour où j'ai quitté mon entreprise pour faire que l'écriture, je me suis tout de suite calqué sur le rythme de l'entreprise. Et ça a été génial finalement d'avoir tout ce temps dispo pour écrire et puis de revenir dans le rythme de l'entreprise, mais en étant dans le milieu de l'écriture. Donc, et ça, vraiment, je suis très heureux aujourd'hui de garder encore ce rythme-là qui est parfait, quoi. Merci beaucoup. Je vais vous poser 3 dernières questions en lien avec vos livres. Donc, interview de Franck Tillier par Franck Tillier. Donc, on a pris des questions qui venaient de vos livres de manière à avoir vos réponses. Ok. Donc, dans L'encre et le sang, il y a une question. S'il suffisait d'une phrase pour changer votre vie, laquelle écririez-vous? Quelle phrase j'écrirais pour changer ma vie? Alors, en fait, je pense que je l'ai déjà écrite, cette phrase, parce que en fait, je réalise mon rêve tous les jours d'être romancier. Et je pense que c'est la phrase que j'aurais écrite, c'est de pouvoir vivre je veux vivre de ma passion, quoi. En fait, ça serait ça la phrase que j'écrirais, et être heureux tous les jours, parce que et je me rends compte, ça fait 20 ans que j'écris, et encore aujourd'hui, je me dis chaque jour, chaque matin, mais je suis chez moi, j'écris, je crée des histoires, je procure des émotions aux gens, et donc voilà, ça serait cette phrase-là que j'ai peut-être écrite un jour et qui s'est réalisée. C'est une belle phrase. Oui, alors je vois pas ce que je pourrais inventer de mieux que ça. Voilà, je suis heureux de ce que je fais. Puis, je pense que les lecteurs le ressentent aussi. Donc c'est bien d'avoir réussi cet objectif. Autre question, dans le livre Puzzle, dans le test psychologique, il y a une question très intéressante. Quelle serait pour vous la pire façon de mourir? Ah oui, alors ça, on ne peut pas y réchapper à l'angoisse absolue. Alors, je vais être très concret. C'est quelque chose forcément de concret, ce serait la noyade. Malheureusement, en plus, ayant étudié toutes les formes de mort possibles pour savoir comment mes criminels devaient tuer parfois mes victimes, ça m'arrive souvent de penser à ces morts terribles. Et pour moi, la noyade, voilà, c'est ce qu'il y a de pire, en tout cas en ce qui me concerne. C'est horrible, je ne veux même pas y penser. D'accord. On va mettre la noyade. On ne va pas plus creuser. Dernière question, toujours dans le test psychologique dans le livre Puzzle. Si on vous réduisait à la taille d'un crayon et qu'on vous mettait dans un mixeur, comment en sortiriez-vous? Ah, j'ai écrit ça, moi. Je dirais en copeaux. En copeaux. Je ne sais plus s'il y a la réponse. Il fallait répondre à ça ou... Il fallait répondre. Dans le livre, je ne vois pas d'autre réponse qu'en copeaux. Excusez-moi, je reste dans le concret. Très bien, ça fonctionne. Bon, ça va. C'est un peu bizarre, cet test psychologique parfois. En tout cas, je vous remercie infiniment. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Donc, juste en dessous, on va mettre bien évidemment tous les liens pour les livres, en tout cas les livres que nous, on a lus et qu'on a beaucoup, beaucoup aimés, qui m'ont ensorcelé pendant des nuits et des nuits. Donc, tout sera en dessous. Moi, je vous remercie infiniment. Je vais aussi mettre en dessous le lien pour le TED Talk que j'ai beaucoup aimé,
D'accord, vraiment merci. beaucoup, beaucoup aimé. Donc, le lien sera juste en dessous. Je vous remercie. Je vais vous laisser là. Merci C'était un infiniment. plaisir. Merci à vous. Ça m'a fait du bien de parler de ces sujets.